Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer le terrible attentat dont a été victime Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné par un terroriste islamiste, assassiné après un cours sur la liberté d'expression, je me suis dit qu'il serait utile d'entendre un historien, un prof d'histoire, Michel Vinocq. Bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord avoir votre regard sur ce qui s'est produit et ce que cela raconte sur l'état aujourd'hui de notre société, de la société française. Ma réaction est celle de la plupart des Français. Une réaction d'effroi, d'horreur, d'indignation, de colère. Historien, je tente évidemment de plonger mon regard dans la longue durée. Et je m'aperçois que la coexistence entre les religions, et notamment les religions monothéistes, avec la société ouverte, la société libérale, démocratique, sont toujours très difficiles. Nous avons eu, en France en particulier, avant que la notion et les pratiques de la laïcité ne s'imposent, un très long conflit entre la République, les républicains et l'Église catholique. Car la religion catholique entendait évidemment, et pour cela elle avait un héritage séculaire, elle était très alliée avec la monarchie, et elle entendait rester la tutelle des Français, des catholiques français, et des autres pays naturellement. Pour instaurer la République, il a fallu faire véritablement un travail intense de très longue durée, car les papes, tout au long du XIXe siècle, ont condamné la liberté de conscience, la liberté religieuse, et les expressions de cette liberté. Donc, je ne veux pas du tout comparer, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait hier. Je veux simplement rappeler la difficulté extrême, n'est-ce pas, qu'il y a au départ entre une religion qui ne veut pas séparer le temporel du spirituel, qui ne veut pas séparer le dogme de la vie politique. Donc cette difficulté-là, elle est ancienne. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, il est vrai, elle ressurgit par un autre côté, par le côté de l'islam, et surtout, évidemment, de l'intransigeance islamiste, du terrorisme islamiste, et cela nous empêche tout à fait de comparer les deux affaires. Cependant, rappelons-nous tout de même que les guerres de religion ont eu pour théâtre aussi la France au XVIe siècle, et qu'à ce moment-là, on tuait également entre les protestants et les catholiques. Bien, alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes dans une société moderne, dans laquelle on peut estimer que nous sommes une société ouverte, sécularisée, dont la vocation, c'est de faire vivre ensemble, justement, les croyants de toute confession et les incroyants. Et voilà qu'il y a une part de ces croyants, n'est-ce pas, qui ne veulent pas s'y résoudre, car il y a indiscutablement des ennemis de la société ouverte. Ce sont les intégristes, les radicaux religieux et les islamistes, évidemment. Voilà par conséquent un problème qui n'est pas nouveau, qui se renouvelle et qui est notre menace, une menace terrible qui pèse sur nos libertés et d'abord sur la liberté de conscience et d'expression. Mais alors, que faire pour justement faire en sorte que les professeurs, les enseignants, puisque là c'est un enseignant qui a été visé, qui est visé pour avoir tout simplement accompli son travail, Michel Vinocq, qu'est-ce que, là aussi, l'éducation peut faire? Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'école aujourd'hui? Est-ce que la tâche est une tâche véritablement à la portée des enseignants? Telle est bien la difficulté de tout confier, évidemment, à l'éducation nationale. Ce que je redoute terriblement,
c'est l'autocensure des enseignants. Le sentiment aussi qu'ils sont abandonnés, n'est-ce pas, par les autorités politiques. Selon le Comité national d'action laïque, un sondage de l'IFOP qui date de 2018 fait apparaître que 37% des enseignants s'autocensurent, c'est-à-dire qu'ils renoncent à enseigner un certain nombre de thèmes du programme de peur, par conséquent, d'être contrés par une partie de leurs élèves. Et là, il y a un danger terrible, parce que, évidemment, ce crime atroce qui vient d'avoir lieu ne peut qu'encourager, hélas, cette peur, cette crainte. Alors, comment lutter contre l'autocensure? L'autocensure de quoi? Eh bien, par exemple, vous avez au programme un certain nombre de sujets épineux pour des esprits extrêmement religieux qui ne supportent pas la contestation. Je pense évidemment à l'enseignement de la Shoah, par exemple. Je pense aussi, en sciences de la vie, au thème de l'évolution. L'enseignement de la Shoah, a priori, ça n'a rien de religieux. Ce devrait être un chapitre de l'histoire que les professeurs peuvent enseigner dès lors qu'il est aujourd'hui largement connu et raconté dans les livres d'histoire, Michel Vinocq. Oui, certainement, mais vous savez que le conflit du Proche-Orient a évidemment créé, développé l'antisémitisme dans beaucoup de rangs du monde musulman, qui par ailleurs est influencé par les réseaux sociaux, par l'islamisme, et que très souvent des professeurs ont été contestés devant des élèves qui leur disaient c'est des mensonges. Le négationnisme, n'est-ce pas, existe aussi chez ces élèves contestataires. Mais alors, justement, est-ce qu'il est possible de voir comment cette censure que vous évoquez au travers de ce sondage peut cesser pour que l'école remplisse sa fonction de manière plus complète ou de manière plus sûre pour les enseignants? Vous savez, je n'ai pas de recette miracle. Je crois qu'il y a évidemment une pédagogie de la liberté à enseigner, et que c'est très difficile parce que d'abord il faut savoir ce que l'on dit, ce que l'on veut, ce que l'on veut faire comprendre, et puis il y a toutes les résistances, n'est-ce pas, de certains. Pédagogie de la liberté, essayer de montrer justement que le principe de laïcité, ce n'est pas du tout un principe anti-religieux. C'est au contraire une façon de faire vivre ensemble des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, des gens qui croient à travers des cultes différents. C'est de créer un sentiment commun. La laïcité, c'est cela. Alors, pour y arriver, il y a eu évidemment des batailles parfois, avec des injures, avec des coups et des blessures. Mais finalement, la loi de 1905, qui est la grande loi de séparation de l'Église et de l'État, du temporel et du spirituel, s'est révélée une loi d'apaisement. Et les catholiques, qui étaient les premiers visés, par conséquent, ont fini par admettre que ce qui avait été condamné par leur pape, eh bien, est devenu une règle en France qui permet justement la coexistence des philosophies, des religions, des idéologies, à condition évidemment que ça ne prenne pas un tour criminel. Je vais lire un extrait de votre ouvrage Jour ancien, Michel Vinocq. Il est publié aux éditions Gallimard et cet ouvrage offre un témoignage extrêmement émouvant, non seulement sur votre jeunesse, sur votre famille, mais aussi sur le métier de prof. Et il y a en particulier un passage dans ce livre qui aujourd'hui résonne de manière tout à fait particulière, c'est le portrait que vous faites de votre frère Pierre.
Et je vais en lire, avec votre permission, un extrait. Pierre s'est affirmé comme professeur d'histoire géo pour les 2 classes de 6e et 5e au collège Saint-Gabriel de Bagneux, où il fera toute sa carrière. Une carrière de pédagogue apprécié, qui était complétée par d'autres activités bénévoles. C'est ainsi qu'il créa une association de voyage, Evodi, grâce à l'appui des parents d'élèves de son collège. Féru d'art roman, il entraînait chaque année sa petite troupe à la découverte des églises et des chapelles romanes de toutes les régions de France et hors de France. Il avait mis en place un séminaire où, toujours bénévole, il enseignait la Bible par thème. Il éprouvait un immense plaisir intellectuel à préparer des séances pour lesquelles il décryptait toutes les exégèses possibles, y compris les lectures structuralistes du livre. Au travers du portrait que vous faites de votre frère Pierre, qui a occupé un rôle extrêmement important, à la fois affectif, mais aussi professionnel, puisque vous expliquez, Michel Vinocq, comment ce frère aîné, vous a mis en quelque sorte le pied à l'étrier lorsque vous alliez le voir. Dans son pavillon d'Antony, il vous glissait car vous étiez alors étudiant 1 ou 2 billets pour que vous puissiez poursuivre vos études. On voit se dessiner le rôle d'un éducateur. À quoi ça sert aujourd'hui un prof d'histoire géo? À quoi ça servait hier? Et finalement, comment les profs peuvent-ils envisager leur fonction et leur mission? Je pense que l'une des missions du professeur d'histoire et de géographie, c'est de faire comprendre aux élèves ce que nous sommes, où nous vivons et d'où nous venons. Et pourquoi notre société est ce qu'elle est. Elle est différente d'autres sociétés. Et pour quelle raison? L'histoire ne dit pas tout, mais l'histoire éclaire. Notamment dans les conflits que nous abordons aujourd'hui entre la religion et l'état civil et la politique, sans l'histoire, nous ne comprenons pas grand-chose. Et donc, voilà, une première mission, c'est cela. Nous ne sommes pas nés d'hier. Nous avons des gènes, nous avons un ADN historique. Et ça, il faut le comprendre. Parce que sinon, on ne comprendrait même pas, je dirais, le paysage de nos villes et de nos campagnes. Si vous vous baladez dans une ville et que vous voyez toutes ces églises, alors que l'immense majorité des Français ne vont plus à l'église, qu'est-ce que c'est que ces monuments, bon, etc. Notre paysage familier a été façonné par les années passées, les siècles passés. Donc, il faut faire comprendre cette continuité, cette évolution, et comment un certain nombre de valeurs se sont peu à peu imposées. Et celle de liberté, en particulier, qui n'était pas évidente au départ. Car n'oublions pas que pendant des siècles, les hommes, les Français, étaient soumis à un pouvoir royal, bientôt absolu, à une religion absolue. Il n'y avait aucune autorisation d'autres religions. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, il n'y a que le catholicisme, n'est-ce pas, qui domine. Donc il a fallu un certain nombre d'étapes, de réflexions, de controverses, de batailles, pour peu à peu arriver à cette idée que la liberté de conscience permettait de vivre ensemble quand on n'avait pas les mêmes croyances, les mêmes principes philosophiques. Et ça, c'est à montrer, à expliquer. Voilà, je crois, une des missions du professeur. Mais alors, pour certains, je pense par exemple au philosophe Marcel Gauchet, Michel Vinocq, la laïcité est à l'origine une idée qui peut être en lien avec le christianisme, tout simplement parce que le christianisme va introduire un élément d'universalisme. Il est, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion. Est-ce que l'on peut considérer que cette laïcité, elle s'est implantée précisément en France parce que la France est un pays
qui a un lien particulier avec l'Église, mais celle-ci est beaucoup plus difficile à entendre avec l'islam, par exemple, ce qui expliquerait que une notion comme, par exemple, la caricature, la liberté d'expression soit impossible à entendre pour certaines personnes, dont ce terroriste islamiste. C'est bien la difficulté, c'est la difficulté. L'important, c'est de faire comprendre précisément aux élèves et en général à ceux qui pratiquent leur religion que au-dessus de la religion, au-dessus des dogmes, des pratiques religieuses, il y a la loi générale. Et que aucune religion ne peut se prévaloir de placer ses règles et ses dogmes au-dessus de la loi générale. Ça, il faut le comprendre. Alors, que dit la loi générale ? Eh bien, elle dit que il y a liberté pour chacun de s'exprimer et que, pourvu qu'on n'attente pas à la vie des personnes, à la diffamation, à l'appel au meurtre, eh bien, on a le droit de critiquer les religions. Je dis bien les religions, non pas ceux qui pratiquent la religion. Il y a un mot étonnant de Jules Simon à la fin du Second Empire. Jules Simon, c'était un républicain modéré, mais déjà d'esprit laïque, même si le mot était à peine connu du reste à l'époque, et qui a pu dire « Je demande pour les religions le droit à l'outrage ». Tout en disant en même temps l'importance de respecter, de protéger les cultes, les religions. Le droit à l'outrage. Il le dit en 1870, avant la chute du Second Empire. Vous voyez, donc il y a déjà ce débat. Et ce débat, il faut comprendre que l'outrage, ce qu'on appelle donc le blasphème, peut choquer, peut irriter, peut indigner les esprits religieux, mais que ce n'est pas une notion juridique. Il n'y a pas de délit de blasphème, ça n'existe pas. Il existait sous l'Ancien Régime. Il a été aboli par la Révolution, restauré sous la Restauration, mais sous la République, il n'y a pas de délit de blasphème. On a le droit de critiquer une religion. Mais alors, le danger, c'est que, se défendant contre cela, les islamistes font croire qu'il y a une islamophobie qui ne vise non pas une religion, mais qui vise les musulmans. Et c'est de cela qu'il faut se garantir, se protéger. Je vais lire un dernier extrait de Jours anciens, votre livre, Michel Vinocq. Comme la période que nous traversons est un peu crépusculaire, il est bon de lire un livre qui rappelle à quel point les périodes antérieures n'ont pas été si glorieuses que ça. Vous dites la vie politique sous la 4e République est médiocre. Sans majorité durable, les gouvernements sont instables, ce qui entretient un antiparlementarisme endémique. La France, mal inspirée, mal encadrée par ses élites politiques, encroûtée dans la routine, est incapable d'assumer le mouvement lourd et planétaire de la décolonisation. Parce que ce qui ressort de ce beau livre, c'est effectivement le fait que les 30 Glorieuses n'ont peut-être pas été aussi glorieuses que ça. C'est votre livre Jours anciens, publié chez Gallimard. Vous serez rejoint dans quelques minutes, Michel Vinocq, par Jean-Paul Delahaye. Il est co-rédacteur du rapport Aubin 2004, un rapport sur la laïcité à l'école, co-auteur de la charte laïcité et ancien directeur général de l'enseignement secondaire. 8h sur France Culture.